Allez, salut à tous et bienvenue. L'ordinateur, on s'en sert tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir ce qui se passe à l'intérieur? Comment ça marche en vrai? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ouvrir la boîte et décortiquer la bête. C'est parti. Alors, si on va chercher la définition officielle, genre dans le dictionnaire Larousse, on tombe là-dessus. Bon, c'est très juste, il n'y a pas de doute, c'est précis, c'est technique, mais soyons clairs, ça ne nous avance pas beaucoup pour comprendre ce qui se passe réellement sous le capot, n'est-ce pas? Du coup, la vraie question c'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais en langage normal, pour la machine qu'on a sur le bureau ou même dans la poche, ça se traduit comment? Eh bien, en fait, la clé pour tout comprendre, c'est de se dire qu'un ordinateur, ce n'est pas une seule chose. Non, c'est en réalité deux mondes, deux univers complètement différents qui sont forcés de cohabiter dans la même boîte. On a d'un côté ce qu'on appelle le matériel, le hardware en anglais. Ça, c'est le concret, le physique, tout ce qu'on peut toucher. Les circuits, l'écran, le clavier. Et de l'autre côté, on a le logiciel, le software. Lui, il est invisible, c'est l'esprit de la machine, si on veut. Ce sont les programmes, les instructions qui vont dire au matériel « Ok, maintenant, fais ça ». Allez, commençons par le concret, le tangible. On plonge dans le monde des composants physiques, le hardware. Ok, alors comment ça s'organise là-dedans? Imaginez un peu. Le CPU, le processeur, c'est le cerveau. C'est lui qui réfléchit et qui calcule à toute vitesse. La RAM, c'est sa mémoire à court terme, sa mémoire de travail. Le stockage, que ce soit un disque dur ou un SSD, c'est la grande bibliothèque où tout est archivé. Et pour que tous ces petits mondes puissent se parler, il y a la carte mère. C'est le système nerveux central, en quelque sorte, qui connecte tout le monde. Et là, attention, il y a une différence super importante à comprendre. La RAM, on dit qu'elle est volatile. Ça veut dire qu'elle est hyper rapide, mais dès qu'on coupe le courant, pouf, elle oublie tout. Le stockage, lui, est permanent. C'est là que les fichiers restent. L'analogie est simple mais efficace. La RAM, c'est un post-it sur un bureau. Le disque dur, c'est une bibliothèque entière. Bon, on a vu le corps, la machine, maintenant passons à l'esprit qui l'anime. On entre dans le monde immatériel, celui du logiciel. Et tout en haut de la pyramide du logiciel, on trouve une pièce maîtresse, le système d'exploitation, l'OS. C'est un peu le grand chef d'orchestre. C'est lui qui fait le lien, l'intermédiaire indispensable entre le matériel, les applications qu'on lance et la personne qui est devant l'écran. Et il a du boulot. C'est lui qui doit s'assurer que les ressources, la mémoire, le processeur sont bien utilisés. C'est lui qui permet à un logiciel de parler à l'imprimante. C'est lui qui gère la sécurité, les permissions. Bref, sans OS, un ordinateur, c'est juste une boîte en métal et en plastique complètement inerte. Alors, qui sont les grands acteurs sur ce marché? Si on regarde les ordinateurs de bureau en 2023, eh bien le match est assez vite plié. C'est une domination quasi totale de Windows qui rafle pas moins de 72% du marché. Mais attention, si on change d'appareil et qu'on regarde nos téléphones, le paysage est complètement différent. Là, ce n'est plus un seul géant, mais un duopole. Le marché est partagé presque entièrement entre Android et iOS. Maintenant, on va aborder une distinction qui est vraiment cruciale. Et ce n'est pas juste une question technique, c'est presque une philosophie. La différence entre un logiciel dit propriétaire et un logiciel libre. Voilà les deux approches. D'un côté, le logiciel propriétaire. Imaginez une boîte noire. Le code source, la recette de cuisine est secret. Il est contrôlé par une seule entreprise. Et de l'autre, le logiciel libre. Là, la boîte est ouverte. Le code est visible par tout le monde, n'importe qui peut le lire, le modifier, y contribuer. On parle vraiment d'une différence fondamentale de philosophie, de contrôle et de transparence. Alors, quand on dit libre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Attention, piège, ça ne veut pas forcément dire gratuit. Non, le concept de logiciel libre est bien plus profond, il repose sur 4 libertés fondamentales. Et ce sont elles qui changent absolument tout. Et les voici, ces 4 libertés. C'est le droit d'utiliser le programme comme on veut, pour n'importe quel usage. C'est la liberté d'étudier comment il marche, et donc de le modifier pour qu'il fasse ce qu'on veut. Et enfin, c'est la liberté de partager des copies, et même de partager des copies de ses propres versions modifiées. En fait, le point central, c'est la maîtrise. Ok, donc on a le matériel d'un côté, le logiciel de l'autre. Mais il nous manque une dernière pièce au puzzle. Comment fait-on, nous, les humains, pour communiquer avec cette machine si complexe? Eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'interface humain-machine, ou IHM. C'est un terme un peu technique pour désigner quelque chose de très simple. C'est le pont, le traducteur entre nos intentions et les actions de la machine. Ça peut être le clavier, la souris en écran tactile, mais aussi l'interface visuelle de notre système d'exploitation.
Et pour dialoguer avec la machine, il existe principalement deux grandes méthodes. D'abord, l'interface graphique ou GUI. C'est celle qu'on connaît tous, visuelle, intuitive, on clique sur des icônes avec la souris. Et puis, il y a l'interface en ligne de commande ou CLI. Là, c'est du texte pur. C'est beaucoup plus austère, c'est sûr, mais ça offre un contrôle incroyablement plus précis et puissant sur le système. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Quand on y pense, entre les logiciels propriétaires dont la recette nous est cachée et les logiciels libres qui sont transparents, entre les interfaces graphiques qui nous guident par la main et les lignes de commande qui nous donnent un contrôle total, quel est au final le véritable degré de maîtrise que l'on a sur ces appareils qui sont devenus si centraux dans nos vies? C'est une question qui mérite d'être posée.